Cette semaine à Info TV Laval, nous avons toute une émission pour vous. Oh que oui! Charles Véraud, chronique sportive, nous parle du Rocket, nous parle de plongeon, nous parle d'Olympique, mesdames, messieurs. Nicolas Vincent Poirier à la chronique cinéma nous parle du film Charlie's Angels. Nous avons Ikram Adel Jalil ainsi que Denis Allard qui viennent nous parler du prix que la ville de Laval a reçu en tant que la meilleure eau. Oui, la meilleure eau qui sort de votre robinet, mesdames, messieurs. Nous avons Ruxandra Georgescu qui nous parle de yoga comme outil antidépressif hivernal. Pierre Côté, l'invité spécial de mon acolyte Jean-Jacques Lapierre. Et nous avons Alex Addo qui nous parle à la chronique immobilière de catastrophes naturelles. Êtes-vous prêts? Ça y va maintenant. Cette semaine, chronique sportive avec Charles Véraud. Salut Charles. Bonjour Stéphanie. Ça va bien? Ça va très bien et toi? Oui, super. Alors, de quoi nous parles-tu? Oh, j'ai réduit. L'hiver est arrivé, mais on va parler d'un sport d'été. Ah ouais? Car okay. une bonne Tu nous amènes un brin de soleil ce matin. Un brin de soleil, deux Lavalloises, deux plongeuses lavalloises, Jennifer Abel et Megan Benfito, ont été sélectionnées par Plongeon Canada pour participer à la Coupe du monde à Tokyo, qui aura lieu à Tokyo du 21 au 26 avril. Fait que ça s'en vient. Mais ils ont déjà été sélectionnés. C'est les deux premières qui sont sélectionnées grâce à leur performance de l'année dernière. Alors, deux bonnes nouvelles pour les deux Lavalloises. Oui, on va suivre ça avec intérêt. On va suivre ça. Et pourquoi que j'en parlais? La Coupe du monde se fait à Tokyo et les prochains Jeux olympiques qui s'en viennent à Tokyo, qui auront lieu du 24 juillet au 8 août. Et ils ne seront pas à leurs premiers Jeux olympiques. Eux, ils ont déjà 3 présences. Les deux, ils ont 3 présences chacune aux Jeux olympiques. Wow. Alors... Jennifer Abel, elle saute du 3 mètres. Plongeon, 3 mètres. Et elle va sauter aussi en synchro. Synchro sont 2, saute. Ouais. Et Megan Benfito, elle, c'est 10 mètres. Elle aime les hauteurs. Elle aime la hauteur. Elle a pas... 10 mètres, c'est quand même haut, hein? 10 mètres, c'est quoi? C'est 3 étages, presque? Non, 10 mètres, il saute de... Faut pas que tu tailles un flat. 4 étages. Ouais, faut pas que ça... À 3 mètres, c'est correct, mais à 10 mètres... À 3 mètres, un flat, je pense que ça doit faire mal. Ah, ben, je sais pas, j'aimerais pas ça. Ouais, on va leur demander, ils sont sûrement, la pratique. Effectivement, alors c'est ça, les deux participeront. Megan et, comme je le disais, Megan et Jennifer participeront aussi également aux Jeux olympiques. C'est pour cela que Megan Benfito, combien de médailles elle a olympiques? Elle a 4 médailles. Wow! 3 de bronze. Non, 3 médailles, excuse-moi. 3 médailles, 3 de bronze. Et Jennifer Abel a aussi également une médaille de bronze. Alors, on sait, Megan Benfito, elle a 30 ans. Jennifer Abel, 28 ans. On sait que c'est à chaque 4 ans. Fait que c'est peut-être leurs derniers Jeux olympiques. Alors, ils vont avoir une bonne préparation à la Coupe du monde pour ensuite aller à la... On leur envoie toute l'énergie qu'il faut pour persévérer, puis que ça ne soit pas les derniers Jeux. Non, également. Et c'est ça. Et tout au long des prochaines semaines, je vais vous faire découvrir des athlètes de Laval qui vont participer aux Jeux olympiques. Ça, c'est intéressant. Alors là, on commence avec nos 2 plongeuses et par la suite, nos 2 plongeuses, justement, olympiques, c'est pas rien. Et puis, ce que j'allais te demander, Charles, c'est que dans le sport, souvent, les carrières se terminent tôt. Puis là, tu te dis, 32, 34 ans, c'est peut-être leur dernier jeu. C'est quand même avancé pour certaines carrières d'athlètes qui peuvent se terminer beaucoup plus jeunes, non? Oui, c'est soit que, eux, comme là, quand on parle d'une 4e présence, c'est qu'ils ont commencé vraiment jeunes. Très jeune. Jennifer Abel, qui a 28 ans, était à ses 4e, fait qu'elle a performé vraiment jeune. Ouais. Il y en a qui font plus tard, mais 4 Jeux olympiques, puis ils ont déjà des médailles de récolter. C'est quand même, il y a du monde qui vise une présence aux Jeux olympiques. Là, on s'entend que c'est pas tous les athlètes. L'ont eu, puis avec 4, puis peut-être finir une médaille d'or. C'est sûr qu'une médaille d'or, c'est toujours bien là, quand tu as tout... Une présence puis une médaille pour terminer, peu importe laquelle, 3 médailles sur toute la planète, c'est quand même pas pire, hein? Et là, on parlait de Jeux olympiques. Je vais te poser une question. Aux Jeux olympiques d'été, ils s'en viennent en 2020 à Tokyo. Ici, on va avoir les Jeux du Québec à Laval, mais à Tokyo, il y aura les Jeux olympiques. On se fait ça en parallèle. Il y a combien de sports, penses-tu, aux Jeux olympiques? Tout le monde connaît les Jeux olympiques, mais est-ce qu'on sait il y a combien de sports? Je dirais avec un soupçon d'exagération, juste parce que ça va être plus haut, je vais dire 72. 72 divisé, mettons, par 2, ça fait 33. Il y a 33 sports. Je l'ai appris moi-même. 33 disciplines aux Jeux olympiques. Et à chaque
Jeux olympiques, des fois, ils rajoutent des sports. On sait que le monde des évolue. Sports, exhibitions. Là, il va y avoir des nouveaux sports. As-tu une petite idée de quel sport qui manquerait aux Jeux olympiques? Qui manquerait aux Jeux olympiques? Je regarde pas tes notes. Je sais pas, j'ai comme une idée folle. Tu sais, le hockey, la petite poche de hockey. Le hockey, on pourrait appeler, mais non, c'est pas encore considéré. OK. Il va y avoir l'escalade sportive. Ça va être rajouté. L'escalade sportive, il va y avoir une compétition d'escalade sportive. Wow. On ne sait pas s'il y a des levallois. S'il y a des levallois, manifestez-vous. On veut vous parler. On veut vous suivre, ben oui. Après, il y a le karaté. Karaté, ça me surprend que tu ne sois pas déjà là. Il y a le judo, il y a déjà des sports de combat. C'est parce que les arts martiaux, il y en a tellement qu'après, si tu ouvres la porte, on se fait une Jeux olympiques juste d'arts martiaux. Oui, effectivement. Fait que là, on rajoute le karaté. OK. Il y avait déjà le judo, je crois. Judo, il l'a déjà. C'est bien ancré dans les Jeux olympiques. On rajoute un sport de combat. Le skateboard. Oh. On sait qu'en hiver, ça a été rajouté dernièrement, le snowboard, là, il rajoute le skateboard. Donc, ça, c'est encore des dérivés des X-Games des années 90 qui ont... Les grosses compétitions de skate, ça reste les X-Games. Ça reste ça, mais c'est né de là. C'est quand même... maintenant, ça fait les Olympiques, tu vas pouvoir représenter ton pays. On sait qu'aux X-Games, tu représentes ta personne, mais représenter un pays pour un athlète, c'est quand même assez grandiose. C'est comme être astronaute. Comme un astronaute, Après... Le surf. Le surf? Il va y avoir du surf à Tokyo, mes amis. Oh, wow! Alors, OK. Puis c'est Navag, probable? Mais je sais pas sur quel océan ou dans à côté de Fukushima, il y a de la place. Ah, peut-être. Tu connais le coin. Alors, on va racheter le surf. Il y a déjà le basketball, mais là, on va racheter le basketball 3 contre 3. C'est comme un peu... C'est réduit, plus rapide, tu crois? C'est comme un peu freestyle. C'est comme plus vite. Acrobatique? Plus acrobatique, plus de dunk qu'on appelle. Okay. C'est beaucoup pratiqué aux États-Unis, comme dans les ruelles, là, dans des... le fameux, on a un ring de basket, puis on n'a rien à faire. Effectivement. On est 3-4, on se fait une game de basket. Alors, il va y avoir du 3 contre 3. Il ne faut pas beaucoup... 3 sur le terrain. Il ne faut pas une grosse équipe. Pas une grosse équipe, mais ça doit être du monde qui sont têtes. Ça doit bouger, ça doit être intéressant à regarder. Effectivement. Et le BMX Freestyle. Oh, encore une fois, un sport de compétition. Comme tu disais, là, c'est souvent aux X-Games qu'on voyait ça. Mais là, tous les sports, on dirait... C'était les sports extrêmes anciennement. Les sports extrêmes, ils vont avoir deux choix. Les athlètes, soit faire les X-Games, on s'entend que c'est très payant, puis c'est pour les commanditaires qui font ça. Mais là, ils vont pouvoir aller représenter leur pays. C'est encore une fois, s'il y a des Lavallois qui font une telle mais je crois qu'il y en a. Je crois qu'il y en a des Lavallois? En snow et en skate. Il faudrait vérifier. En snow, je sais qu'on avait Sébastien tout le temps. On a Max Parot. On a beaucoup. Mais en skate, je ne sais pas s'il y en a. On va faire des font l'hiver et l'été. Peut-être un. On avait Shaun White aux États-Unis qui faisait ça, qui était une machine dans le snowboard et qui gagnait des médailles aussi en skateboard. C'est rare, là, deux sports, mais c'est des sports de planche pareil. Oui, mais quand même, c'est la dynamique tellement différente que c'est puis attaché, puis petite planche. Oui, soudé sur ta planche versus... Tu tombes sur l'asphalte ou tu tombes sur la neige. Palette, sur l'asphalte ou sur la neige. Le choix est à vous. Effectivement. Alors, c'est ça qui était pour les Jeux olympiques. Fait que, comme je t'ai dit, à chaque chronique, je vais essayer d'amener un athlète de Laval qui soit... Se faire un petit spotlight local, encourager nos artistes. Local, parce que c'est pas à chaque année les Jeux olympiques. Là. Puis quand on a un athlète, on aime ça en connaître encore plus. Puis on va peut-être... Ça va nous porter à le suivre durant l'été. Tout à fait. Rapidement, il reste une minute. Une minute. Le Rocket de Laval. Oui. On va parler du Rocket. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Très bon début de saison pour le Rocket. Ça a parti vite. Ça a parti fort. On s'attendait pas à ça. Ceux qui n'avaient pas fait les séries l'année passée, je pense que Joël Bouchard, c'est ceux qui ont eu de l'appui de Montréal là, au début de saison. Je sais que Ryan Pelling a porté l'uniforme. Charles Hudon qui a été récemment rappelé, mais qui a porté. Fait que ça a peut-être donné genre un auréole, un petit momentum. Mais pour les gens de Laval, on a une bonne équipe et on va peut-être avoir la chance de faire les séries éliminatoires dans la Ligue, américaine. Ça, on se le souhaite. Ça, tu me gardes l'œil là-dessus. Je garde toujours l'œil là-dessus, Stéphanie. Un gros merci, Charles. Un plaisir. Chronique sportive, Charles Véraud, fait le suivre sur les réseaux sociaux. Chronique cinéma avec Nicolas Vincent Poirier. Et donc, aujourd'hui, on se parle de quoi? Du meilleur film de l'histoire de l'humanité, Charlie's Angel. Je fais des guillemets à côté de... parce que c'est son opinion et non celle du studio. Nous ne sommes pas responsables de ce qui va sortir de cette bouche. Mesdames, messieurs, ça va? OK, fait que... t'as vraiment beaucoup aimé Charlie's Angels. Écoute, les goûts, ça se discute pas. Il y a des gens qui ont adoré... Qui en ont pas. Oui, il y a aussi des gens qui ont adoré ce film-là. Il y en a qui l'ont moins aimé, disons. Ceux qui ont adoré, c'est tous des garçons, par hasard? C'est un mix. Il y a beaucoup de femmes qui ont aimé le film. Ouais. À cette heure, moi, je me base toujours à
aux deux autres versions, c'est-à-dire celui en 2000 et 2003, avec Drew Barrymore, Cameron Diaz et Lucy Liu. Je pensais que je les avais vus. On a vu patiner, mais ça, t'es sûr? Oui, je les ai eus. Ces films-là étaient très colorés, ne se prenaient pas du tout au sérieux. Non, c'était humoristique à fond, c'était drôle. Oui, oui, et le réalisateur MCG, lui, il y a une façon bien à lui d'amener sa touche. Tout à fait. Et j'ai bien appris. On dirait que c'était comme des vidéoclips, ces deux films-là. Ouais, donc, quand Sony ont décidé en 2015 de faire un reboot de la franchise, puis un reboot, pour ceux qui s'en rappellent plus, c'est on efface tout, on recommence à zéro. Bon, Sony, de leur côté, ils n'ont pas beaucoup de franchises à eux. C'est pour ça, entre autres, qu'ils se sont battus pour garder Spider-Man. OK, donc ils recyclent leur franchise et pressent le citron. Bien, tous les studios, la manière qu'ils se font leur argent maintenant, c'est avec des franchises. Parce qu'une franchise, bon, c'est des séries de films. Des séries de films, c'est facile à vendre aux gens. Charlie's Angel, OK, tout le monde connaît ça. On fait un reboot. On ferait un reboot à chaque année. Bien, OK, tout le monde sait c'est quoi. T'as pas besoin de le revendre, puis de faire une mise en marché, savoir c'est quoi l'histoire, puis les personnages. OK, on s'entend que c'est un gros investissement, une franchise. Donc, une fois qu'on l'a, on veut pas la perdre. C'est ça. Tous les studios en ont beaucoup. Sony, il n'y en a pas beaucoup. Là. Ils ont vraiment... Spider-Man qui marche très bien. Puis bon, ils ont aussi Charlie's Angel. Qui marchait pas pire. Qui marchait pas pire. Et là, bon, il y a eu une télésérie en 2011 qui n'a pas très bien marché. La série, elle s'est même pas elle s'est même pas rendue à la deuxième saison. C'est ça. Je pense que la première saison, ça a été coupé court. Exactement. On n'a pas eu de finale, finalement. Ça n'a pas marché. Et là, bon, on décide de recommencer à zéro, de faire un reboot. OK, c'est parfait. Moi, j'ai bien apprécié les deux premiers films. J'ai pas vu la télésérie autant en 2011 que celle de 1900 fait plus. C'est ça que toi, t'as vu? Oui, j'ai vu les reprises rediffusions sur... c'était quoi? TVA, Nostalgie, je sais pas quoi, là. On fait de la mention pour nos cousins d'en haut. Donc, mais oui, non, c'est ça. Ouais, j'avais vu la série originale. Tu sais, à l'époque, j'étais enfant, tu sais, fait que j'étais bien impressionné de ça. Je regardais MacGyver, j'étais comme, oh my God, c'est non mais cool. Tu sais, le même genre d'univers un peu. Des services policiers secrets sous contrat, genre. C'est ça. Mais quand on embarque dans ce genre d'émission télé des années 70, 80, un peu cheesy... Fromager, on dit en français. Ah oui, merci de me corriger. Tu sais, il faut y donner un certain look quand on l'adapte en film, ce que les deux premiers films ont très bien réussi. Oui. Et là, tout à coup, quand Sony a décidé de faire un reboot de la franchise, Elizabeth Banks, l'actrice, a proposé ses services et finalement a eu le poste en tant que scénariste et réalisatrice. Elle a réalisé en 2015 Pitch Perfect. Donc, c'est son deuxième film, mais, je veux dire, c'est une très bonne actrice, donc elle a beaucoup d'expérience. Il y a beaucoup d'acteurs avec une certaine expérience qui sont capables de passer facilement de devant à derrière. Exactement. Ouais. Et ce film... La caméra, on dit, hein? Oui. On parle toujours. Et moi, je m'attendais à quelque chose de spécial. D'éclaté comme ça, Bien, Elizabeth Banks, elle n'a pas besoin de ça dans sa carrière. C'est pas comme si sa carrière, là, elle avait plus de rôle en tant qu'actrice. Non, c'est elle qui s'est mandatée elle-même. Elle s'est dit, je veux faire ça. Fait qu'elle avait son idée, là. Exactement. Donc, elle n'est pas obligée de faire ça. C'est un trip personnel de faire ça. C'est son initiative, ça. C'est ça. Et surtout, avec un petit budget comme ça, le film a eu 48 millions de budget. C'est beaucoup de budget par rapport à ici. Par rapport à ce qu'on a ici, mais quand même, pour un film américain, c'est très peu. Le dernier James Bond a coûté 250 millions. Mais là, on compare avec une des franchises les plus vendues sur la planète aussi. C'est sûr. Il y a des flops qui ont coûté le même prix. Waterworld. En 95, ça, c'était les alentours de 130 millions, quelque chose comme ça. C'était du jamais vu, c'était la catastrophe. C'était le Titanic cinématographique de l'époque. Pendant un certain temps. Après ça, il y a eu John Carter, qui a eu un budget d'à peu près 250 millions et le film est un des plus gros flops de tous les temps. Ils ont perdu 400 millions, genre. Genre.
Mais ce qui se passe avec un petit budget comme ça de 48 millions, c'est un peu le même principe que pour le Joker. Plus le budget est petit, en parenthèse... Plus on peut faire un flip monétaire assez intéressant. Là. Oui, mais surtout, plus on a de liberté. Quand c'est un méga blockbuster à 150 millions de budget, il n'y a pas vraiment de liberté. On amène la sauce qui fonctionne. La sauce qui fonctionne, that's it. Un gros crémage Hollywood bien sucré. C'est ça. Fromagé, comme on dit. Exactement. Mais quand on a un petit peu moins de budget, on peut se permettre un peu plus de choses. Donc, pour ces deux raisons-là, Elizabeth Banks et le petit budget, moi, j'avais hâte. Les bandes annonces ne me parlaient pas vraiment. Et finalement, le résultat de ça... il n'y a pas le côté fromagé. Il n'y a pas le côté fromagé. Il y a un côté plus sérieux. Oui, c'est de l'humour, mais beaucoup plus sérieux. Si seulement ça avait été un peu plus sombre ou quelque chose comme ça, c'est pas aussi coloré que les deux précédents. Et ce que je veux dire par là, c'est que... C'était sûrement pour intentionnel, faire un contraste. Justement, on fait un reboot, on veut que ça... On efface tout, comme tu dis, non? Oui, mais quand même, si on prend les films et aussi les séries télé, tu sais, il y a... Et ce qui se passe, une des raisons pourquoi ce film-là est moins coloré et moins éclaté, ressemble peut-être moins à un vidéoclip, c'est qu'entre autres, Drew Barrymore, elle, quand elle a interprété dans les deux premiers films, elle, ce qu'elle a demandé, c'est « Je veux pas qu'on utilise des armes à feu le moins possible. Donc, tu sais, soyez créatifs. » Mais les anges, les trois anges... beaucoup dans les deux versions qu'elle a jouées. Les méchants en avaient, mais pas les trois. OK. Il y en avait pas. Ou très peu. Très, très peu. Ouais. C'est ça. Donc, c'était une des choses qui était le fun dans le film. Tandis que dans celui-là, ben, tu sais, bon... Il n'y avait pas de clause, pas de revolver, donc tout le monde a une mitraillette à la main. C'est ça. Et tu sais, bon, pour l'histoire, ça me fait un peu penser à Man in Black International, à tous ces films qui essayent de... Qui ont fait un reboot, mais on va en faire plus. Là, c'est Charlie's Angels, ils sont pas juste 3, mais c'est une grosse agence. Et Bosley, celui qui est patron de l'opération, oui. Exactement. Et c'est plus un patron. Bosley, c'est un titre, comme être colonel ou quelque chose comme ça. C'était pas son nom, au final. Oui, dans les autres, c'était le nom. Ah, voilà. Mais dans celui-ci, non. Maintenant, les Charlie's Angels sont pas juste 3, il y en a plein, il y en a partout. OK. Et les Bosley, c'est un titre comme général, colonel. OK. Donc, des Bosley aussi, il y en a plein. Et là, les anges, ils doivent récupérer une technologie qui peut tuer n'importe qui très facilement. Donc, le fameux classique, on a une mission pour vous autres, les girls, vous allez sauver la planète, rien de moins. C'est ça, rien de moins. Et en quelques secondes, est-ce que ça a valu le détour au cinéma pour toi cette semaine d'aller voir ça? Non, absolument pas. Mais, écoute, même pas pour faire une petite marche pour un lit, non? Même pas. Non. Regarde, ça, c'est mes goûts. Les goûts sont pas à discuter. Comme je l'ai dit, il y a des gens qui ont bien apprécié le film. Pour ceux qui ont apprécié les deux premiers, attendez-vous pas à quelque chose d'aussi éclaté. C'est beaucoup plus sobre au niveau de l'action. OK. James Bond au féminin, peut-être? Oui, James Bond au féminin, mais même là, il manque quelque chose. Il aurait pu attendre un peu plus longtemps et développer quelque chose de meilleur. Bon, écoute, on se revoit la semaine prochaine avec quelque chose de meilleur. Ça t'a fait quoi? Parce que ça avait l'air vraiment génial. C'était chouette. C'est parti! Eh bien, à Laval, on peut se vanter de plusieurs trucs, mais maintenant, on peut se vanter d'avoir une des meilleures eaux potables. Bonjour, mesdames, messieurs. Donc, nous sommes accompagnés de Denis Allard, assistant directeur au service de la gestion de l'eau pour la ville de Laval. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Bienvenue sur le plateau. Et Ikram Abdel-Jalil, directrice secteur technique chez Réseau Environnement, qui a décerné ce merveilleux prix, donc, à la ville de Laval. Donc, premièrement... C'est un concours. Comment est-ce qu'on fait pour gagner ce concours-là? Alors, il y a plusieurs critères. Il faut d'abord faire partie du programme d'excellence en eau potable de Réseau Environnement. Donc, il est adressé aux municipalités. Celui-ci, en particulier, c'est le PEC-CEPT, donc le volet traitement. Ensuite, il faut avoir des étoiles dans le cadre du programme. Et si on réunit tous ces critères-là, on peut participer au concours de la meilleure eau qui a lieu à chaque année. À chaque année. Lors du symposium sur la gestion de l'eau qu'on organise. Que vous organisez annuellement aussi. Tout à fait. Et puis là, c'est sur l'année 2018 que les tests ont été faits, qu'il y a une évaluation au courant de l'année, à savoir
la consistance, j'imagine? Oui, exactement. Dans le cadre du programme, on récupère toutes les données de l'année donc qui précède, l'année 2018 en l'occurrence, et puis on la compare à la réglementation. Donc, toutes les municipalités et les stations qui font partie du programme déjà respectent la réglementation sur la qualité de l'eau potable du Québec, mais en plus, elles dépassent cette réglementation-là de 2, 3, 4 fois, dépendamment des critères. Wow. Et tout à fait. Donc, toute l'année, on organise des communautés de pratiques adressées aux gestionnaires, aux opérateurs qui viennent échanger entre eux des bons coups, les mauvais coups, comment on s'améliore, comment on optimise notre procédé. Donc, c'est comme ça qu'on récupère ensuite les données. Mais là, c'est pas né de la dernière pluie. Là. Réseau Environnement, ça fait plus de 50 ans que vous êtes actif. Oui, tout à fait. Donc, c'est un regroupement de gens d'affaires, spécialistes de l'environnement, municipalités, industries du Québec, afin d'assurer une perspective du développement durable, l'avancement des technologies et la science, la promotion des expertises et le soutien des activités en environnement, en favorisant et encourageant les échanges techniques et commerciaux, la diffusion des connaissances techniques. Donc, c'est vraiment... Il y a au-dessus de 350 personnes qui se sont réunies cette année encore pour le symposium que vous faites. Symposium, 125 participants, par exemple, cette année pour une 6e édition du concours. Bien, oui, en fait, on a eu une année record de participation depuis le début du symposium. Et puis, on a 2 prix. On a le prix du public et le prix du jury. Il y a eu des dégustations aussi. Tout à fait. Donc, on a eu plus de 400 participants cette année. Wow. Mais pour le prix du public, il y a 125 personnes qui se sont prêtées au jeu. Pour le prix du jury, il y avait 4 membres qui constituaient le jury. Alors, c'est très populaire. Et... C'est vraiment un test à l'aveugle qui est déterminé, mis à part toutes les statistiques, toutes les données que vous avez sur la pureté, sur le raffinement de cette eau-là. On a aussi une dégustation, puis c'est ça qui comme fait pencher la balance au final. C'est toujours... Oui, alors cette année, on a eu 16 participants, donc 16 stations. Et évidemment, elles sont toutes numérotées, les eaux qu'on récupère, qui sont mises à disposition du public et du jury. Et c'est à l'aveugle, donc ça, c'est très important. Ouais. Et donc, il y a 3 critères. Le critère visuel, le critère olfactif et le critère gustatif, sur lequel le public et le jury se basent pour déterminer le prix de la meilleure eau. Parfait. Et là, c'est là que M. Allard entre en scène, parce que là, vous êtes récipiendaire, vous avez gagné, vous avez su fournir au Lavallois une eau de qualité supérieure. Et puis là, on veut savoir comment ça que c'est arrivé comme ça, puis qu'est-ce que ça donne au final? Ouais. C'est quoi la recette? C'est quoi la recette du succès? Puis après ça, c'est quoi que ça va nous donner, ce succès-là? Qu'est-ce que ça va apporter concrètement aux gens qui nous regardent dans la maison? Bien, nous, on est contents pour les citoyens avant tout. Hein? Ouais. C'est eux qui boivent cette eau-là. C'est eux qui en profitent. Ouais. Puis, je pense pour le citoyen de savoir qu'il y a une des meilleures eaux, en tout cas cette année, la meilleure eau au Québec. Tout à fait. Au goût. Ça, c'est rassurant. Selon un panel de goûteurs. C'est quand même agréable comme prix. Puis c'est pas la première fois. En 2016, on avait eu aussi le prix du public. Oui. Pour la même usine, hein? C'est pas les 3 usines qui ont été goûtées. D'accord. Ils ont été toutes goûtées, mais celle qui a remporté, c'est la station de Pont-Viau. Donc, on les félicite, l'équipe de Pont-Viau. Certainement. Et puis, je faisais des blagues tantôt à savoir qu'est-ce que ça donne, mais on le sait que l'eau, c'est l'or bleu, c'est l'or du futur. Au Québec, ça abonde. Et puis, de savoir qu'on se rapproche de plus en plus d'avoir une eau qui se compare à la meilleure eau au monde. Si on prend si on fait un comparatif rapide, il y a plusieurs compagnies qui vont embouteiller de l'eau, mais c'est de l'eau municipale. J'imagine qu'en ayant la meilleure eau comme ça, on a un grade d'eau supérieur qui nous sort du robinet plutôt que de l'acheter embouteillé déjà sur certaines marques-là, ou c'est comparable? Bien, d'abord, il y a un meilleur contrôle sur l'eau qu'on distribue. L'eau municipale est mieux contrôlée que l'eau en bouteille. Wow, les fréquences de vérification sont beaucoup plus intenses. C'est difficile de comparer des eaux comme ça, mais c'est sûr qu'une eau qui séjourne dans un récipient de plastique avec les microplastiques qu'on a dans l'environnement, etc., c'est pas l'idéal. Et tout. OK. Donc, vraiment, puis au niveau environnemental, on s'entend que si notre eau est vraiment de qualité comparable, sinon supérieure à beaucoup de bouteilles d'eau embouteillée,
on arrive au point où ce que Réseau Environnement a fait sa job un peu, non? Oui, tout à fait. Nous, on fait la promotion de l'eau municipale, évidemment, puis on reconnaît la qualité supérieure. On veut montrer au public, aux Lavallois, à quel point l'eau est bonne dans leur municipalité. Donc, c'est aussi pour faire connaître cela à tout le monde et au public en général. Ben oui, mais il faut se le dire aussi parce qu'à l'ère de Sauvons la planète, les plastiques et tout ça, les microplastiques, vous l'avez mentionné, OK, on a beau enlever les pailles, mais je pense que le problème, c'est le récipient plutôt que la paille. Là. Donc, à ce niveau-là, ça serait une grosse étape. Puis, savoir que ça coule, cet or bleu de notre robinet Lavallois, mesdames, messieurs, moi, je trouve ça rassurant, en tout cas. Je trouve ça rassurant. Oui, puis il y avait, dans les membres du jury, il y avait un œnologue dont c'est un spécialiste du nez. Du goût. Du goût, oui, voilà. Du goût et du nez, oui, parce que lui, c'est le vin. Oui, c'est ça. Mais donc, le jury avait une méthode très stricte pour évaluer la meilleure eau municipale. Donc, il fallait qu'il détecte donc, au niveau visuel que l'eau était transparente, il n'y avait pas d'aspect particulier de couleur. Au niveau olfactif, il n'y avait pas d'odeur de terre, de plastique, de chlore. Et au niveau gustatif, il fallait qu'il s'assure qu'elle était la plus neutre possible, qu'elle ressemblait à une autre source. Donc un pH neutre. pH neutre, donc ni acide ni basique. Et donc, je vous dirais que les 4 membres du jury se sont entendus à l'unanimité sur l'eau de Laval. Il n'y avait pas vraiment de différence. Les membres du jury invités, les membres du public, eux, ça a été quand même assez décisif aussi? Oui, tout à fait. Elle s'est retrouvée dans le top 3 aussi également dans le prix du public. Donc, il n'y a pas tant de hasard. C'est assez objectif, je vous dirais. On peut se poser des questions sur le concours, mais... Non, mais c'est intéressant parce que savoir que c'est vérifié, puis que c'est même non seulement vérifié, mais... on a des spécialisations de concours pour ça. Moi, ça me rassure. Donc, écoutez, Madame Abdel Djelil, pardon, et Monsieur Allard, je vous remercie beaucoup. Félicitations pour le prix et mot de Cambronne pour la suite. Puis on se donne rendez-vous l'année prochaine au symposium sur la gestion de l'eau 2020. OK. Chronique yoga aujourd'hui avec Ruxandra Georgescu. Namaste. Namaste. Alors, aujourd'hui, on parle de yoga comme outil pour vaincre la dépression saisonnière. Oui. Passer à travers l'hiver. On a changé l'heure. On a changé l'heure. Ça magane, hein? Moi, je trouve les journées, ils sont vraiment très, très courtes. Puis il fait noir tôt. Il fait noir tôt. Donc, ça revient à chaque année, mais on dirait qu'à chaque fois, c'est laborieux se remettre dans le beat d'hiver. C'est comme, il fait noir à 5 heures. Oh my God. On se lève, il fait noir à 7 heures. Oh my God. Long. C'est long. C'est long, rendu au mois de mars, avril. C'est encore long. Mais tu as des trucs pour nous aider à passer au travers de ça avec le sourire, non? Absolument. Yeah. Hein? Fait froid, puis le monde, ils ont tendance à être moins fun. D'avoir moins d'énergie aussi. En français, on dit le monde a des faces de plâtre. On a beaucoup plus de cas de dépression, de cas d'anxiété, de cas de stress, insomnie. On dort moins bien. Parce qu'on est stressé à cause que les journées sont lourdes. Parce que le temps des fêtes s'en vient, puis le beau-frère va être à la table de Noël, puis tu sais qu'il va encore dire des niaiseries, puis là, tu fais comme, tu penses à ça, puis... Ça, la méditation aiderait aussi, là. Ça la fait du bien, méditation, tu le bloques. Il n'existe pas. Le beau-frère n'existe pas. Il n'existe pas. Voilà. Mais sinon, il y a des postures qui vont vraiment nous aider à aller chercher un petit peu d'énergie là, et se remettre du pep dans la chaussure. Qui sont vraiment, vraiment faciles puis accessibles à tous. Que tu t'entraînes ou non, que tu n'aies jamais fait du yoga ou non, que tu aies n'importe quel âge, n'importe quelle forme, puis que tu fasses n'importe quoi dans ta vie, n'importe quel horaire, tu peux les faire. Il y a toujours une façon de faire du yoga, d'améliorer sa posture, améliorer sa façon de vivre. Juste faire ces postures-là. OK. C'est des petites postures de base. Une qui aide beaucoup contre l'insomnie, ce qui est bon, on dort mieux, c'est simplement une flexion avant. OK. Tu te lèves debout,
Ouais. Puis tu te penches par l'avant, le plus loin que tu es capable de te pencher en gardant En essayant tes d'aller hanches. toucher ses orteils, finalement. Oui, exactement. Tu touches tes orteils. Puis tu laisses vraiment ta tête tomber lourde, ton cou. Ça étire toute la colonne. Fait que toute l'énergie flow mieux, circule mieux dans ton corps. Puis c'est une inversion aussi. Alors ça inverse le sens du sang, puis ça fait tomber les organes dans le sens contraire de où ils sont d'habitude. Moi, je regarde mon réalisateur qui est en train de faire exactement l'exercice présentement. Exactement. Fait que tu vas mieux dormir Tu vas mieux ce dormir, soir, Daniel, Dan. ce soir. Voilà. Exactement. Il dort déjà sa job. Un autre contre l'insomnie, c'est simplement la posture de l'enfant. Tu t'es assis sur tes talons, puis tu as le front au sol, puis tu allonges tes bras derrière toi. Puis tu essaies de ramener les os des fesses le plus proche de tes talons que possible. Fait que t'as le Daniel, ventre. s'il vous plaît. Ah, non, tu ne veux pas le faire, celle-là. OK. Ça, c'est pour l'insomnie. Sinon, tu as le stress qui est un grand facteur à cause de tout ce que l'hiver apporte, le trafic, la neige, des blés, nettoie ton char. Le bill d'électricité, le bill de Noël. De Noël, exactement. Aller Ton poser les beau-frère. lumières, le beau-frère. Tout. OK, ouais, c'est beaucoup. Puis, ça, c'est très facile pour le stress. Les ponts. Tu te couches sur le dos, tu amènes tes talons, tu plies tes genoux, tu amènes tes talons en arrière des os ischio-jambiers, des ischios. Puis tu lèves les hanches vers le ciel en gardant les genoux collés. Puis tu pousses avec ton dos dans le sol. Puis on fait ça pendant combien de temps? On se fait quelques répétitions? Toutes les postures, on peut les faire pendant le temps qu'on est capable de les garder confortablement. Tu sais, on ne veut jamais avoir mal. OK. Mais un pont, tu vas le garder, ça peut devenir quand même assez exigeant sur les arrières des cuisses. Fait qu'un 5 respirations minimum, je dirais. Une flexion avant, tu peux rester là pendant le temps que tu peux rester là. Fais attention quand tu te réveilles. Déroule tranquillement, lève la tête en dernier parce que sinon, peut-être que la chambre va tourner un peu. Oui, ça se peut si on se lève un petit peu trop vite. Mais sinon, un pont, tu peux le garder pendant 10 respirations. Entre 5 et 10, ça fait la job. OK. Puis l'autre que j'aimais beaucoup, c'est toutes les postures ou des postures simples qui vont aider contre les attaques d'anxiété, vraiment. Ah, ça, c'est bon. C'est pas juste l'hiver, ça. Ça, c'est pas juste l'hiver, non, c'est certain. Mais c'est sûr que l'hiver, tu n'as plus. Tu sais, le stress fait ça. La fatigue fait ça aussi. Puis tu arrives à un moment où tu te sens que tu respires plus. Fait que tout ce qui ouvre la poitrine, puis qui fait bouger ton diaphragme ici, puis qui fait que tes poumons, quand tu les remplis, ils prennent de l'ampleur, tes poumons. Là, ça, c'est vraiment efficace. Fait que tu peux te mettre sur les genoux et mettre tes pieds à l'arrière avec tes orteils retroussés, tes talons vers le haut. Puis tu t'inclines vers l'arrière. Tu mets tes mains dans le bas de ton dos, là, puis tu t'inclines vers l'arrière, puis tu ouvres ta poitrine, tu rapproches tes coudes derrière, là, fait que ça rouvre tout ça. Ou tu te couches sur le ventre, tu attrapes tes pieds à l'arrière, puis tu lèves la tête. Comme attraper les pieds en arrière, ça, je pense que j'aurais de la misère à le faire du premier coup. Tu sais, si tu rouvres les genoux, tout le monde pense que c'est comme ça. Oui, si tu gardes les genoux ensemble, là, la flexibilité, elle vient en jeu. Puis là, peut-être que tu n'y arriveras pas, mais tu peux prendre une courroie, n'importe quelle courroie, puis ou une corde à danser, ou... Puis se le rapprocher. Même une serviette. Puis tu ramènes ça derrière les pieds, là, puis tu l'attrapes si tu n'y arrives pas. Ou sinon, tu rouvres les genoux, puis ça va faire que tes pieds vont se rapprocher un petit peu de tes mains. C'est des bons trucs, ça. C'est ça. C'est des bons trucs. Et puis, posture yoga pour l'hiver, tu sais, j'imagine que ça n'a pas été dessiné pour l'hiver. Ça fait juste c'est des résultats de ces postures-là vont nous aider à passer un peu plus facilement au travers l'hiver, en respirant mieux, en dormant mieux, en étant plus relax. Oui, exactement. C'est ce que le yoga nous aide à faire en réalité. C'est ce qui va nous donner l'énergie pour faire l'hiver. C'est toujours génial d'aller faire des cours complets ou d'en trouver sur l'Internet et les suivre à la maison. Il y a une posture que j'ai pas dit qui est vraiment accessible à tout le monde puis qui est vraiment bonne pour les trois. C'est tu te couches sur le dos contre le mur avec les jambes contre le mur, là, puis tu lèves les jambes contre le mur. Tu restes avec les jambes dans les airs. Puis ça aide beaucoup. Ça aide pour tout.
Ça décompresse, meilleure circulation, tu dors mieux, tu es moins stressé. Puis rapidement, pour les personnes âgées, tu sais, tout à l'heure, hors d'onde, il y a notre acolyte Jean-Jacques Lapierre, puis il y a des exercices de yoga aussi pour les personnes âgées, n'oubliez pas. Hein, il y a du yoga sur chaise qui est vraiment efficace parce que tu n'as pas besoin vraiment d'endurance. Oui. Puis, il n'y a pas de cardio non plus. Fait que c'est vraiment des torsions. Tu utilises la chaise pour ouvrir la poitrine. Ça aide à récupérer la mobilité aussi. Dans la colonne, ce qu'on perd beaucoup en vieillissant parce que, oui, il y a beaucoup plus d'impact. La colonne, elle se compresse puis ça commence à courber dans des directions qu'on ne veut pas qu'elle courbe ou qu'elle n'est pas faite pour courber. Non, mais déjà, on a des solutions. Les centres communautaires, ils en offrent. Il y en offre beaucoup de cours de yoga sur chaise. Sinon, chez Idolem Yoga, c'est sûr que tout le temps moyen d'aller voir Ruxandra puis demander conseil. Absolument. Voilà. Un gros merci, Ruxandra, de chez Idolem Yoga Laval. Merci, Stéphanie. Cette semaine, on a une nouvelle chroniqueuse jointe à nous. Donc, Anne Quenneville, bienvenue, Anne. Merci. Bienvenue sur Info TV Laval. Donc, toi, tu es là pour faire une chronique un peu plus axée sur les personnes âgées, les aînés. Oui. Comment, le day-to-day des personnes âgées, comment on peut les aider? Comment est-ce que les personnes âgées peuvent se laisser aider aussi? Parce que des fois, c'est pas qu'il manque de soutien, c'est que des fois, il y a un petit peu d'ego là-dedans. Puis, tout à fait. Il y a un petit peu de ça. Et puis, premièrement, Anne Quenneville, ça fait 5 ans que tu fais partie d'une équipe aidant qui se déplace pour offrir un coup de main aux familles qui ont le plaisir d'avoir une personne âgée dans leur vie. Oui. Donc, c'est une forme d'aide à domicile. Oui, exactement. Par la suite, travailler avec les aînés, ça donne l'occasion de voir de nombreuses familles. Donc, tu es vraiment une personne qui aime aider. Tu es une aidante de type naturel, mais c'est ton travail d'aider. Oui. Ça prend quelqu'un vraiment spécial. Je dis souvent que on cherche the needle in the haystack. Oui, la petite aiguille dans la botte de foin. Oui, je peux vraiment rencontrer 100 personnes, puis il va en avoir une ou deux. Je dis une ou deux parce que souvent, c'est les femmes. Oui. Nous sommes à peu près 100. On est 5 hommes dans notre équipe. Donc, vous êtes une équipe de gens qui aident les personnes âgées. Oui. De quelle façon est-ce que vous les aidez? C'est surtout cas par cas. C'est vraiment la famille vont demander de l'aide parce que c'est inquiétant d'avoir 100 ans des fois. Oui, oui. Donc, c'est ça. La famille devient très épuisée parce que ça prend un coup de main. Ouais. Donc, nous, on offre un coup de main avec routine. Donc, on peut aller tous les jours, on peut aller tous les mardis. OK. C'est important pour les personnes âgées d'avoir une routine puis de rester actif. Exactement. Parce que sinon, qu'est-ce qui arrive? Quand la personne commence à s'isoler, elle commence à moins bien aller psychologiquement. C'est la pire chose. C'est la pire chose. L'isolement, c'est ça qu'on ne veut pas jamais pour quelqu'un de 15 ans. Puis quelqu'un de 100 ans, exactement. Et puis toi, Anne, ça fait déjà un certain temps que tu travailles avec les personnes âgées. Et puis, récemment, tu as formé une association avec Promo Santé de Laval. Oui, je suis... Parle-nous de ça. Je suis bénévole depuis l'âge de 10 ans. J'aime beaucoup partager mon amour de danser. Oui. Puis même les gens de 100 ans... Ils aiment danser. S'ils aimaient ça à 15 ans, 90 ans plus tard, je pense qu'ils aiment encore ça. C'est ça. Puis c'est une belle forme de l'activité physique parce que ça va travailler le cerveau. Ouais. Donc, quand on va apprendre un petit mouvement de danse, même si c'est pas trop compliqué, ça prend quand même le cerveau pour déterminer le prochain pas, la prochaine musique, etc. Puis sur la musique aussi, des fois, c'est peut-être plus facile pour certains mouvements. Je sais qu'il y a certains chanteurs, entre autres, qui ont des fois, ils ont des bégaiements, mais quand ils chantent, c'est impeccable. Juste le fait d'être sur une trame sonore, d'être sur un beat, ça libère l'esprit un petit peu. Exactement. Fait que ça donne vraiment un bon feeling. Je le fais dans les résidences. Personnes très autonomes. Ouais. Puis je le fais aussi dans les CHSLD. Puis même dans le CHSLD, c'est sûr que c'est différent. Oui, parce qu'il y a plusieurs cas différents l'un de l'autre. Tout à fait. Différents handicaps, différentes... Mais quand même, quelqu'un qui n'est pas autonome, bien, ils peuvent quand même bouger les mains. Oui.
peut quand même taper des mains, peut quand même bouger un petit peu. Yeah! Olé! Donc, j'ai vraiment du plaisir à partager mon amour de danser. Ouais. Puis qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait une belle activité physique pour les gens. Puis toi, Anne, comment ça fonctionne? Exemple, toi, tu te promènes dans des CHSLD, tu vas chez des gens. Là, ça commence à faire beaucoup de millage et tout ça. Et donc, toi, tu es associé avec des différents organismes. Ouais. Puis, vous accompagnez des personnes âgées en besoin. Oui. Bien, pour le soutien à domicile, Ouais. ça, c'est un service qui est payé Ouais. par la famille ou par la personne âgée. Parfait. Mais pour le bénévolisme, Ça, oui. c'est gratuit. Ça, c'est gratuit. C'est offert de bon cœur. C'est ça. On cherche d'autres bénévoles aussi, non? Toujours. 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 Qu'est-ce qu'on cherche comme bénévole au Pro Santé Laval? On cherche les gens qui peuvent animer avec Ouais. Promo Santé Laval pour donner un cours d'exercice. D'accord. Oui. Puis c'est en routine encore, une fois par semaine. D'accord. Donc, à chaque fois que quelqu'un vient pour offrir ses services, ben, c'est en routine. Donc, on s'attend à ce qu'à chaque intervalle régulier, on revoit nos personnes âgées puis on fait le cours. C'est ça. Et puis toi, qu'est-ce que ça t'apporte à toi, dans ta vie? Tu disais tantôt, ça fait depuis l'âge de 10 ans que tu fais du bénévolat. Moi, je trouve ça, premièrement, props to you, je te lève mon chapeau. Bien, quand on donne, on reçoit beaucoup plus. Hein? Ouais. Quand je rencontre les gens, surtout une fois par semaine à une résidence en particulier, ils vont me revenir avec « ça me fait tellement du bien, je suis contente que tu me fasses sortir ». On le voit dans ton regard aussi, tu le dis, puis la petite étincelle, elle est là, fait qu'on comprend vite. Toi, c'est dans le fond, une grosse partie de ton retour, c'est ton investissement, si tu veux, c'est le feedback des gens. Oui. Comme je te dis, ça nous donne plus qu'on donne. Oui, hein? Puis c'est quoi le truc que tu as vu depuis que tu fais ça qui t'a le plus chaviré, que tu as fait « Oh my God, j'ai fait la différence dans une vie aujourd'hui? » Bien, il y a un monsieur en particulier, c'était dans un CHSLD. Et puis, ce monsieur-là, il venait dans l'animation à tous les semaines. Mais cette semaine-là, c'était un peu spécial. Il y avait quelqu'un assis à côté de lui. Et puis, il était pas trop... il parlait pas beaucoup. OK. Il était plus dans ses petites affaires à lui. Là. Mais il était là. C'est ça qui est important. Et puis, à la fin de l'animation, sa fille qui était à côté d'elle, je savais pas que c'était sa fille, mais elle m'a dit que c'était sa fête et que dans son pays, on danse le baladi. Puis cette journée-là en particulier... C'était la journée baladi? Oui. Wow. C'était la journée baladi que je dansais avec eux. Wow. Parce que je suis pas là pour danser pour eux, je suis là pour les enseigner. faire. Ouais. Oui, pour les faire bouger. Alors, puis c'était sa fête, puis c'était le plus beau cadeau de fête que je pourrais lui donner. C'est donc bien cute. Oui, c'était vraiment beau. OK. Et puis, ben écoute, tu as écrit, premièrement, pour pouvoir venir sur l'émission, tu as écrit une super belle lettre à notre directrice pour dire ce que tu faisais. Je suis là, j'existe. Oui. Puis, tu travailles aussi avec Comfort Keepers, qui aide les personnes âgées. Tout à fait. Écoute, je pense qu'on va se revoir sur l'émission à quelques reprises cette année. Donc, comment aider les personnes âgées, comment les soutenir. Un gros merci à Anne Kenville. Donc, Promo Santé de Laval, je cherche des bénévoles. Donc, si vous avez une aptitude à faire des activités, animation, entretenir des petits groupes, on vous invite. Le numéro est au bas de l'écran. Un gros merci, Anne. Merci beaucoup à toi. Bonne semaine. Merci. Salutations à tous. Aujourd'hui, un invité vraiment spécial, un monsieur qui s'implique vraiment à Sainte-Dorothée et qui est reconnu non pas physiquement par son physique, mais reconnu par ses activités. Alors, Pierre Côté, grand plaisir de te voir. Merci beaucoup. Merci. Pierre Côté, comment on arrive à s'impliquer socialement comme ça? Bien, premièrement, on a un parrain qui nous demande d'adhérer au Chevalier de Colomb. Puis suite à ça, bien, comme on me dit aujourd'hui, j'ai tombé dans la potion magique et je me suis impliqué. Il faut dire que mes parents aussi étaient beaucoup impliqués. Fait que j'étais là-dedans quand j'étais jeune. Puis, à un pur des hasards, j'étais arrivé à Sainte-Dorothée, on a ouvert un conseil. Puis je me suis impliqué depuis 82. J'étais impliqué depuis 82? Oui, depuis l'ouverture du conseil.
Au début, on était à la place publique. Oui. Par la suite, on a acheté une maison qui est au 400 rue principale, qu'on est toujours à cet endroit-là. Depuis ce temps-là, il y a eu des rénovations puis tout ça. Les Chevaliers de Colomb ont mis la main à la pâte. Puis on a fait qu'on se fait reconnaître dans Sainte-Dorothée. Ben oui. Pierre, tu t'impliques dans beaucoup d'activités sociales. Quelles sont les principales activités qui tiennent à cœur? Bien, on aide les familles défavorisées, les enfants dans les écoles, puis tout ça. On est justement en campagne présentement de vente de billets voyage. Et ça nous permet de donner 23 000 par année en dons. Et il faut le donner parce qu'on est géré par l'Auto-Québec. Fait que ça fait que depuis, je vous dirais, 30-35 ans, qu'on fait ça tous les ans. On donne 23 000 en dons. Et puis, les gens qui participent peuvent gagner un voyage? Oui, vous pouvez gagner un crédit voyage et il y a un tirage par mois pendant 11 mois et vous pouvez gagner aussi votre mise de fonds à tous les mois. Formidable. Fait que, puis là, on a changé un peu la formule parce que le monde aime ça partir dans des prix plus chauds l'hiver. Fait qu'en mois de décembre, janvier, février, on fait 2 tirages ces mois-là. Fait que, vous allez dans le sud, non pas à Ville-Brossard, à Longueuil, mais... au soleil puis à la chaleur, comme on dit. Au soleil et à la chaleur. Mais c'est intéressant de voir ça. Alors, on peut aviser les gens de Sainte-Dorothée qui consultent les Chevaliers de Colomb pour se procurer des billets. Oui. On peut. La campagne va finir aux alentours cette année du 17 novembre, mais l'an prochain, ça va partir encore. On devrait encore renouveler notre licence à partir du mois d'août jusqu'au mois de novembre pour vendre des billets. On a une grande aide aussi à Sainte-Dorothée de notre journal de Sainte-Dorothée avec M. Labrosse, qui il nous aide beaucoup dans la publicité. M. Labrosse continue à posséder son journal encore. Ah oui, il fait encore son journal qui paraît une fois par mois, puis on a une demi-page par mois, des fois on a un peu plus, on a des photos, parce que dans d'autres choses, c'est plus difficile d'avoir la visibilité. Oui. Fait que dans Sainte-Dorothée, on a une bonne visibilité, puis on apprécie énormément. Quelles sont les principales activités, quels sont les besoins dans Sainte-Dorothée que vous voyez? On voit beaucoup parce que nous, où est-ce qu'on a notre local, c'est une maison, puis on a une partie qui s'est occupée par la Saint-Vincent-de-Paul. Et je peux vous dire que pour être au conseil assez régulièrement, puis la Saint-Vincent-de-Paul, lorsque c'est ouvert, il y a beaucoup besoin de victuailles, puis de manger, de linge, puis tout ça. Ah, le linge aussi? Ah oui. Alors, c'est une invitation aux gens de Sainte-Dorothée d'aller porter à l'adresse des gens. Au 400 rue principale. Au 400 rue principale, d'aller porter du linge. Du linge, du manger. Justement, là, en date du 10 novembre, c'était notre guignolé. Ça fait que, puis on a manqué un peu de bénévoles, mais quand même, on a ramassé quand même pas mal de victuailles ainsi que d'argent. Mais c'est toujours, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Aujourd'hui, on est bien, puis dans un mois, bien, on est sans emploi, puis on a besoin de manger. Fait que la Saint-Vincent-de-Paul, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, on est là pour aider. Puis à côté, vous imposez aussi par votre physique. Mon donateur, vous demandez souvent de faire le Père Noël. Oui, mais comme je dis toujours, grand, gros, mais braillard. Oui. Je suis trop sensible, je suis un homme sensible, tout ça. Puis c'est pas une chose que je veux montrer aux autres, surtout, là. Fait que non, je veux dire, c'est sûr que c'est souvent le cas. Puis vous contez une anecdote. Je fais du camping l'été, puis une madame qui est avec son conjoint, qui était nouveau pour le nouveau conjoint. Tu lui as donné un coup de coude d'un côté. Je l'avais dit, le Père Noël, il fait ses vacances ici. Fait que le monsieur, il avait comme réagi. Mais non, on me le pose souvent. Même les petits-enfants, ils arrivent, ils passent, puis « Bonjour, Père Noël », je joue le jeu, comme on dit. Ben oui, c'est bien. C'est bien. C'est plaisant. Oui. Lorsqu'on arrive à faire autant d'activités, c'est parce qu'on a eu une jeunesse qui nous a incité à faire ces choses-là. Et dans votre jeunesse, qu'est-ce qui vous a incité, par exemple, à vous impliquer socialement? Quand j'étais jeune, comme je vous ai dit au début, mes parents ont fait beaucoup de bénévolat. Autant à la paroisse qu'au niveau scolaire puis tout ça. Et j'ai été impliqué là-dedans aussi. Puis j'ai été dans les scouts puis dans les louveteaux.
Ah oui? Oui, j'ai fait ça quand j'étais jeune. C'était une bonne école. Oui. Les scouts, c'était une très bonne école. Puis on aimait ça. Et par la suite, ben, j'ai travaillé. Puis c'est quand lorsque mon parrain, qui aujourd'hui est décédé, Jocelyn, il m'a demandé d'adhérer au mouvement. J'ai dit oui. J'étais peut-être 1 an ou 2 à regarder ça un peu en arrière. Puis lorsqu'on a ouvert le conseil de Sainte-Dorothée, bien, je me suis impliqué énormément. Je suppose que vous invitez des gens qui veulent s'impliquer à faire partie des Chevaliers de Colomb de Sainte-Dorothée également. On a toujours besoin de relève. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de blanc. Puis on aimerait ça avoir peut-être un peu plus de noir. Fait que on invite tout le monde, tous ceux qui veulent adhérer, soit qu'ils aillent sur le site web des Chevaliers de Colomb, qui est le site où vous allez Chevaliers de Colomb, puis ils vont vous donner l'information, ou vous pouvez appeler au conseil en tout temps. Il y a un répondeur, puis comme je suis là, comme peut-être pas 5 jours semaine, mais pas loin, on retourne les appels, puis on donne l'information que le monde a besoin. Formidable. Dans Sainte-Dorothée, quels sont les principaux besoins que vous remarquez qu'il peut y avoir? Tout à l'heure, on a parlé un petit peu quelques-uns, mais est-ce qu'il y a des besoins spécifiques, plus spécifiques que d'autres? Bien, comme je vous disais, là, les écoles ils ont eu pas mal de coupures une secousse. Fait qu'on a aidé beaucoup là-dessus. Ils nous demandaient des dons pour payer des activités, mettons qu'un spécialiste a besoin d'appareils ou de choses. Fait qu'ils nous envoient une demande de dons. Et comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Fait qu'on aide Sainte-Dorothée, puis s'il en reste, bien, on s'étend un petit peu. Mais les écoles ont eu beaucoup de choses qui ont eu besoin là, de livres ou de jeux ou quoi que ce soit. Pierre Côté, la Fondation Culture et Arts visuels a bien pris soin de noter tout ce que vous avez fait, de vous honorer lors d'une grande cérémonie dernièrement. Alors, je tiens à vous féliciter pour tout ce que vous faites pour Sainte-Dorothée et tout le travail que vous allez accomplir futur. Alors, on vous invite à continuer votre beau travail. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. C'est un grand plaisir. Chronique immobilière avec Alex Adou. Salut Alex. Oui, salut, ça va bien? Super, et toi? Good, ça va bien. Alors aujourd'hui, on parle des impacts d'une catastrophe naturelle sur une promesse d'achat en tant qu'acheteur et en tant que vendeur. Effectivement. 2 tableaux complètement différents, mais le même combat. C'est bien ça. C'est-à-dire, on va prendre l'exemple des inondations. Les zones inondables, c'est un sujet qu'on connaît bien. Laval, sur le lac, en ont eu. Il y a plusieurs endroits qui ont eu beaucoup de problèmes ces derniers printemps avec la crue des eaux. Ça, c'est le genre de truc que j'imagine qu'on doit voir une fois de temps en temps. Quelqu'un reçoit une promesse d'achat pour sa maison. Oui, ça nous est arrivé. On la reçoit, puis là, il arrive une catastrophe naturelle. Inondation. Qu'est-ce qui se passe? Bien, ce qui nous était arrivé au début de l'année, je vous dirais, on avait conclu une transaction, tout était correct, toutes les conditions sont tombées, on a mis le vendu, puis là, finalement, il y a une partie du sous-sol qui est inondée. Fait que là, l'acheteur, il l'a su. Il n'est pas content. L'acheteur n'était pas content, le vendeur, il l'a su. Mais là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une modification, un formulaire qui s'appelle modification, puis on l'a déclaré, puis on l'a envoyé à l'acheteur. On l'a fait signer, mais avec une baisse de prix de 5 000 $. C'est ce qui s'était passé. C'était le coût des réparations? C'est bien ça, mais on a négocié ça, je vous dirais. Là. D'accord. C'est parce qu'au début, l'acheteur, il voulait plus acheter. Ouais. Puis finalement, dans le fond, on a réussi à le convaincre quand il donnait une compensation de 5 000 $. D'accord. Donc, il y a moyen de moyenner. Oui, il y a moyen de moyenner. Il y a toujours moyen de moyenner. La seule affaire, c'est que c'est arrivé quand c'était vendu, toutes les conditions y avaient été réalisées. Ouais. Le financement, l'inspection, la vérification des documents. Fait qu'on s'en allait chez le notaire, puis on l'a su peut-être 2 semaines avant. Là. OK. C'est exemple, on prend le même cas, mais on n'est pas rendu à aller chez le notaire. On est encore dans la négociation. Il y a quand même un petit truc qui se fait. La promesse d'achat est là. La personne est vraiment intéressée à acheter. L'autre personne est vraiment intéressée à vendre. Puis là, il arrive ça. Mais il reste encore des étapes là, avant de conclure la vente. Là, on travaille fort, on patine fort ou c'est une cause désespérée? Bien, écoutez, on peut négocier, on peut accepter, puis on peut refuser. Tout simplement. Tout simplement. Options. Vous avez 3 options, dans le fond. D'accord. Ça dépend combien vous l'avez, la propriété, le potentiel de la propriété, si vous la payez en dessous de la valeur marchande. Tu sais, il y a plein de facteurs qu'il faut regarder aussi. Là. C'est pas juste le sol est inondé, j'achète plus. Non. Des fois, ça peut être
Ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Là. Ça peut être banal. C'est ça. Si je vous donne un exemple, si vous négociez une bonne baisse de prix, bien écoutez, puis le sous-sol, il vous coûte pas si cher que ça à refaire, tout dépendant des dommages, bien là, ça vaudrait la peine. Ça peut être une bonne affaire, effectivement. OK. Il faut y aller, je vous dirais, selon chaque cas. D'accord. Là, on l'a pris sous l'angle de l'acheteur. Prenons-le sous l'angle du vendeur. C'est ça. Là, c'est différent. Là, c'est différent. De beaucoup, là. De beaucoup, effectivement. Okay. Là, ce qu'il faut qu'il fasse, il faut qu'il déclare dans la déclaration du vendeur, qu'il l'envoie à l'acheteur. S'il y a un acheteur, s'il n'y a pas d'acheteur, bien là, il modifie la déclaration du vendeur puis il l'explique. Tout simplement. Mais là, prenons l'exemple qu'il y a déjà une entente. On est sur le bord d'acheter, puis là, écoute, il arrive un exemple, tremblement de terre, un mur de la fondation qui tombe. Exemple. On met ça grave, là. Ouais. On se met un problème majeur, là. Un arbre qui tombe sur la propriété, exemple. Défait une partie de la maison. Il appelle ses assurances. Tout simplement, là, ça vient pas... Non, mais je vous donne les étapes. Oui, OK, il appelle ses assurances de 1. Si les assurances payent, bien, tant mieux. Ouais. Il rajoute dans le fond ce qui s'est passé comme événement dans la déclaration du vendeur, puis il l'envoie à l'acheteur, puis il le fait signer. Pour pas que ça soit considéré comme un vice caché au futur. C'est ça, ben oui, c'est important, là. Ouais. L'option 2, c'est que vous appelez l'acheteur, puis vous dites, écoute, l'arbre est tombé, vous expliquez l'histoire. Vous lui dites, moi, je vais faire des estimations, puis combien ça va coûter, je vais le payer, tu veux payer la moitié, qu'est-ce que tu veux faire? Oui. OK. Comme je disais tantôt, il y a moyen de moyenner. Il y a toujours moyen de négocier. C'est bien ça, effectivement. OK. Toi, dans ta carrière jusqu'à maintenant, le pire cas de désastre naturel lors d'une promesse d'achat, ça ressemble à quoi? Bien, écoutez, comme je vous disais, ce que j'ai eu au début de l'année, c'était ça. Là. Ouais. Les inondations, c'était à Laval-Ouest. Ouais. Le sol il était légèrement inondé. Puis écoutez, l'acheteur, il l'a acheté pareil, mais avec une baisse de prix. OK. C'est sûr qu'on a extensionné la date du notaire une couple de fois parce que l'acheteur, il voulait se rendre là-bas puis voir qu'est-ce qu'il en était. Oui, ce qui est écoutez, normal on a aussi. fini par vendre la propriété, c'est ce qui compte. L'acheteur était content. Le vendeur, il voulait pas baisser, bien, il a fini par baisser. Écoutez, pour passer d'autres bad choses. luck ou sinon on tourne pas la page. Oui, parce que le vendeur, il avait acheté ailleurs. D'accord. Fait que c'est ça aussi, là. Oui, c'est un jeu de domino, là. Ben oui, c'est sûr. OK, prenons ce jeu de domino-là, puis ayons du fun avec. Là. On va jouer l'avocat du diable. Là. Il y a une promesse d'achat, puis là, l'autre a une promesse d'achat. C'est bien ça. Est-ce que ça peut arriver qu'une promesse d'achat fasse tomber l'autre à cause d'un désastre naturel ou il y a tout le temps moyen avec les assureurs, c'est déjà arrivé, etc.? mais il y a moyen, je vous dirais. Il faut regarder, chaque option est différente. C'est soit d'appeler l'assureur, soit de faire venir, mettons, un contracteur, puis faire une contre-expertise, l'envoyer à l'acheteur, négocier le prix avec l'acheteur, la moitié, tu vas payer le prix au complet, tout dépendant. Tout dépendant, dans le fond, l'acheteur, comment il fait. Est-ce qu'il donne le plein prix? Est-ce qu'il a négocié? Et tout dépendant aussi, le vendeur, combien il vend. Oui. Et, dernière question, est-ce que c'est la même chose lors d'un achat d'une propriété commerciale ou industrielle? C'est différent. Il y a moins d'émotions, je vous dirais. Il y a moins d'émotions, pourtant c'est des plus gros montants. Oui, effectivement. Il y a moins d'émotions, mais on regarde plus les chiffres. D'accord. C'est plus du monde d'affaires. Ouais. Fait qu'ils vont pas habiter là, c'est une business. Ouais. C'est ça. On regarde les chiffres, on regarde le rendement, on regarde combien ça coûte, on baisse tant, on monte tant. Donc, grosso modo, le même combat, mais un petit peu plus facile parce qu'il y a moins d'émotions. Pas plus facile, je vous dirais. C'est plus difficile parce que c'est des gens d'affaires. Mais plus facile parce qu'il n'y a pas les tempéraments. C'est bien ça. Il n'y a pas d'émotion. C'est ma maison. C'est ça, effectivement. OK, parfait. OK. Et puis, Alex Hadou, où est-ce qu'on peut te rejoindre si on a besoin de services immobiliers? Bien, mon site web, alexhadou.com. Et je suis très, très rejoignable sur les médias sociaux, Facebook, Instagram. Parfait. Donc, Alex Hadou, nous vend tout pour vous à la maison. Chronique immobilière avec Alex. Un gros merci, Alex. Merci à toi. Salut. Salut. Mon nom est Stéphanie Léveillé-Denis. C'est ce qui conclut notre émission cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine. Dans quelques instants, vous allez avoir la chance de gagner 3 500 $ en direct de votre salon. Il vous reste encore quelques instants pour aller vous procurer une carte de bingo chez votre marchand du coin. La liste des distributeurs agréés est sur tvrl.ca. Et vous avez 2 500 $ pour la carte pleine. 2 500 $ la carte pleine. Quoi? Ouais! Alors, on se voit la semaine prochaine. Merci. Bonne semaine.